C'était un beau jour d'été. Mon fils de 5 ans, James, jouait dehors, derrière notre maison de banlieue. James a toujours été un garçon très calme. Il n'a jamais eu beaucoup d'amis, mais il avait une grande imagination. J'étais dans la cuisine, en train de nourrir notre chien Fido, quand j'ai cru entendre James parler à quelqu'un derrière la maison. Je ne savais pas à qui il pouvait parler. S'était-il finalement fait un ami ? Être un père célibataire est une chose difficile pour moi. Surtout de garder un œil sur mon fils. Ainsi, je me rendis dehors pour le voir. Quand je me rendis dans l'arrière-cour, je fus un peu confus. James était la seule personne à être là. Se parlait-il à lui-même ? J'étais pourtant sûr d'avoir entendu une autre voix. Je lui ai dit qu'il était temps de rentrer. Il rentra donc immédiatement à l'intérieur et s'assit à la table de la cuisine. Il était environ midi quand je me décidai à lui faire un sandwich à la dinde. Je lui ai demandé à qui il parlait tout à l'heure. James a levé les yeux pendant un moment, puis m'a répondu en souriant qu'il jouait avec son nouvel ami. Je lui servais un peu de lait et je continuais à le questionner, comme tout bon père. Je lui ai demandé si son ami avait un nom et pourquoi il ne lui a pas demandé de manger avec nous. James m'a regardé un moment avant de répondre que son nom, c'était Jack Kiri. Je fus un peu étonné par ce qu'il avait dit. Je lui ai dit que c'était un nom un peu étrange et je lui ai demandé à quoi son ami ressemblait. Il a répondu que c'était un clown, qu'il avait les cheveux longs et un grand nez qui tourbillonnait et pointu. Il a dit qu'il avait de longs bras, un pantalon bouffant avec des chaussettes rayées, mais surtout qu'il souriait toujours. J'ai réalisé que mon fils parlait d'un ami imaginaire. Je suppose que c'est normal que les enfants de son âge aient des amis imaginaires, surtout quand ils n'ont pas d'amis. C'était probablement juste une phase. Le reste de la journée se passa comme d'habitude, et il commençait à se faire tard quand je me décidai enfin à mettre James au lit. Je le posai, lui donnai un baiser, et allumai sa veilleuse avant de fermer la porte. J'étais assez fatigué pour ma part, et je me décidai à aller au lit, quand peu de temps après, je fis un horrible cauchemar. Il faisait sombre. J'étais dans une sorte de parc d'attractions délabré. J'avais peur, je courais à travers un champ infini de tentes vides, manèges cassés et arcades abandonnées. L'endroit était horrible à regarder. Tout était noir et blanc. Les animaux en peluche, tous suspendus à des nœuds dans des huttes de jeu. Tous avec des sourires malades cousus sur leurs visages. C'était comme si l'ensemble du parc me regardait, même s'il n'y avait rien d'autre de vivant en vue. Puis soudain, j'ai commencé à entendre jouer de la musique. Les sons de Pop Goes the Weasel qui se jouaient sur un squeezebox à travers le parc. C'était hypnotisant. J'ai suivi le son jusqu'à la tente de cirque, presque en transe, incapable d'arrêter mes jambes. Il faisait nuit noire, la seule lumière provenait d'un unique spot lumineux sur le centre du chapiteau. Alors que je marchais vers la lumière, la musique ralentit. Je me suis retrouvé à chanter, incapable de m'arrêter. La musique s'arrêta juste à son apogée. Et soudain, les lumières s'allumèrent. L'intensité des lumières était presque aveuglante. Tout ce que je pouvais voir, c'était une petite silhouette sombre en face de moi. Puis une autre est apparue. Et une autre. Puis une autre. Il y avait des dizaines d'entre eux et tous marchaient vers moi. Je ne pouvais pas bouger. Mes jambes étaient gelées. Tout ce que je pouvais faire était de regarder les obsédantes silhouettes qui s'approchaient. Comme elles se rapprochaient, j'ai pu voir que c'étaient des enfants. Et j'ai remarqué qu'ils étaient tous horriblement défigurés et mutilés. Certains avaient des coupures sur tout le corps. D'autres étaient gravement brûlés et d'autres n'avaient plus de membres, même plus d'yeux. Les enfants m'ont entouré, griffant ma chair, me traînant sur le sol, me déchirant de l'intérieur. Comme les enfants me griffaient, je m'évanouis, sous leur rire, horrible, diabolique et monstrueux. Je me suis réveillé le lendemain matin, dans une sueur froide. Après quelques respirations allaitantes, j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu quelques-unes des figurines de James positionnées en face de moi sur ma table de chevet. J'ai soupiré. James s'était probablement réveillé tôt et les avait déposées ici. J'ai ramassé les jouets et je me suis dirigé vers la chambre de James pour voir s'il était réveillé. Mais quand j'ai ouvert la porte, il dormait encore. J'ai juste haussé les épaules et j'ai passé les jouets de nouveau dans son coffre à jouets et je me dirigeai vers le salon pour déjeuner. Un peu plus tard, James s'est réveillé à son tour et je lui ai fait son petit déjeuner. Il était calme et semblait un peu mou. Peut-être
qu'il n'avait pas bien dormi non plus. J'ai décidé de lui poser des questions sur les jouets. Je lui ai demandé si c'était lui qui avait mis les jouets dans ma chambre. Ses yeux étaient tournés vers moi pendant un moment, puis rapidement, il se retourna vers son bol de céréales, et il a répondu que c'était Jack Kirry qui avait fait ça. J'ai levé les yeux et je lui ai dit qu'il devait demander à Jack Kirry de laisser ses jouets dans sa chambre. James a hoché la tête et a terminé son petit déjeuner. Puis, il a décidé d'aller jouer dans l'arrière-cour. Je suis allé me détendre dans le salon et j'ai dû m'assoupir, car je me suis réveillé quelques heures plus tard. Je me suis dit que je devais surveiller James et que c'était pas normal que je me suis endormi. Donc je me suis inquiété. 2 heures étaient passées et voilà que j'avais oublié ma résolution de le surveiller. Je suis sorti dans la cour, mais James n'était plus là. Cela commença à m'inquiéter. Alors je me suis mis à crier son nom. Je lui ai demandé où il était. C'est alors que j'ai entendu un rire provenant de la cour avant. Je me suis précipité à travers la porte, à l'avant de la maison. James était assis sur le trottoir. Je poussai un soupir de soulagement et je me suis dirigé vers lui. Je lui ai grondé dessus en lui disant que je lui avais dit de rester dans l'arrière-cour. Et puis j'ai remarqué qu'il mangeait quelque chose. Je lui ai demandé ce qu'il mangeait. James m'a regardé, puis a fouillé dans ses poches et en a sorti une main pleine de bonbons durs de toutes les couleurs. Cela m'a rendu nerveux. Je lui ai demandé qui lui avait donné ces bonbons, et il ne m'a pas répondu. J'ai recommencé à lui redemander un peu plus fort. James a baissé la tête, et il a répondu que c'était Jack Kirry qui lui avait donné. Mon cœur se serra, je m'agenouillai pour le regarder dans les yeux. Et je lui ai dit que j'en avais marre de ce fichu Jack Kirry, qu'il n'existait pas, et que maintenant c'était une situation très grave, et que j'avais besoin de savoir qui avait donné les bonbons. Je pouvais voir les yeux de mon fils en larmes. Et il m'a répondu que c'était Jack Kirry qui lui avait donné ces bonbons. J'ai fermé les yeux, et j'ai pris une profonde inspiration. James ne m'avait jamais menti. Mais ce qu'il me disait était impossible. Je lui fis cracher les bonbons, et j'ai jeté le reste. James semble être en forme. Peut-être que j'ai eu une réaction excessive. Après tout, il aurait pu les avoir eus de la part de Tom et Linda d'à côté, ou de Monsieur Walker dans la rue. De toute façon, je vais devoir garder un œil sur James. Cette nuit-là, j'ai mis James au lit comme d'habitude, et j'ai décidé d'aller au lit tôt. Soudain, j'ai été réveillé par un grand bruit venant de la cuisine. Je sautai du lit et me précipitai dans les escaliers, paniqué. Quand je suis arrivé à la cuisine, je fus horrifié. Toutes les choses sur les comptoirs avaient été jetées sur le sol, et notre chien Fido était dans un état près de la mort. Son ventre était ouvert et bourré de bonbons, du même type que ceux que James mangeait plus tôt ce jour-là. L'état dans lequel j'étais fut rapidement brisé par un cri aigu venant de la chambre de James, suivi de gros bruits. J'ai vite attrapé un couteau dans le tiroir et gravi les escaliers avec la vitesse que seul un père dont l'enfant est en danger pouvait avoir. Je fonçai à travers la porte et allumai la lumière dans la foulée. Tout dans la chambre avait été renversé et jeté sur le sol. Mon pauvre fils était dans son lit, pleurait et tremblait de peur. Une piscine d'urine étalée sur les draps. Je pris mon enfant et courus hors de la maison. Puis j'allai du côté de la maison de Tom et Linda. Heureusement, ils étaient encore réveillés. Ils me permirent d'utiliser leur téléphone et d'appeler la police. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils arrivent et pour que je leur explique ce qui s'était passé. Mais à ma grande surprise, ils fouillèrent la maison, mais tout ce qu'ils trouvèrent fut notre chien mort et nos 2 chambres saccagées. L'officier m'avait dit que quelqu'un était probablement entré dans ma maison et avait fait ça avant de fuir quand ils m'ont entendu monter l'escalier. Je savais que ce n'était pas vrai. Toutes les portes étaient verrouillées et aucune des fenêtres n'était ouverte. Le lendemain, James est resté à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'il sorte de ma vue. Je suis allé dans le garage et j'ai trouvé son vieux moniteur pour bébé. Je lui ai confié, lui demandant de crier si quelque chose arrivait dans sa chambre ce soir. Enfin, j'allais être en mesure de l'entendre. Je suis allé dans la cuisine et j'ai attrapé le plus gros couteau dans le tiroir pour le mettre sur ma table de nuit. Ami imaginaire ou pas, je n'allais pas laisser quoi que ce soit faire du mal à mon propre garçon. Le soir est venu assez rapidement. J'ai mis James au lit, il avait peur, mais je lui ai promis que je n'allais pas laisser quelque chose lui arriver. Je lui ai donné un baiser et allumé sa veilleuse. Avant de fermer la porte, je lui ai dit tout bas que je l'aimais et je lui ai souhaité une bonne nuit. J'ai essayé de rester éveillé aussi longtemps que je le pouvais, mais après quelques heures, je me suis senti à la dérive. Mon bébé serait en sécurité pour la nuit et j'avais besoin de dormir. Au moment où je posais ma tête sur l'oreiller, j'entendis un bruit
venant du moniteur pour bébé que j'avais confié à mon fils. Au début, ça ressemblait à des interférences, du type qu'une radio ferait. Puis, elle s'est transformée en un doux gémissement. James était endormi. Puis je l'ai entendu. Le rire de mon cauchemar, ce rire horrible. J'ai jailli du lit et j'ai attrapé le couteau sous mon oreiller. Je me suis précipité dans la chambre de James, laissant la porte ouverte. J'ai essayé d'allumer l'interrupteur de la lumière, mais il ne fonctionnait plus. Je fis un pas à l'intérieur, et je pus sentir un liquide épais et chaud sur mes pieds. Soudain, la veilleuse de James s'alluma, et je pus voir l'horreur absolue en face de moi. Le corps de James avait été cloué sur le mur, les ongles perçants à travers les mains et les pieds. Sa poitrine était grande ouverte, et ses organes pendaient au sol. Ses yeux et sa langue avaient été enlevés, en même temps que la plupart de ses dents. J'étais dégoûté, je pouvais à peine croire que c'était mon petit garçon. Puis, je l'ai entendu à nouveau, le désespéré doux gémissement. James était encore en vie. Mon bébé, mon pauvre bébé, tant de douleur à peine accroché à la vie. J'ai couru à travers la pièce et j'ai vomi sur le sol, mais ma terreur fut interrompue par un gloussement horrible venant de derrière moi. Je me retournai, tout en essuyant la bile sur ma bouche, quand sortant de l'ombre, est apparu le démon responsable de toute cette horreur. Jacques qui rit, la peau blanche telle la neige, et les cheveux noirs emmêlés jusqu'à ses épaules. Il avait des yeux blancs, entourés par des anneaux noirs, sombres. Son sourire, tordu, révélé par une rangée de dents aiguisées. Il portait un costume de clown noir et blanc, avec des manches longues et des chaussettes rayées. Son corps lui-même était grotesque, ses longs bras ballants le long de sa taille, et la façon dont il se tenait lui donnait un air presque squelettique, comme une poupée. Il laissa échapper un rire écœurant, comme pour me faire savoir qu'il était satisfait de ma réaction à son travail. Il se tourna ensuite lentement en face de James, et se mit à rire encore plus à cette horrible vue. Cela suffit à me secouer de terreur. J'ai craqué, et je lui ai crié de s'éloigner de mon fils. Je me suis précipité sur le monstre, le couteau au-dessus de ma tête, et je l'ai poignardé rageusement. Mais dès que le couteau l'a transpercé, il a disparu dans un nuage de fumée noire. Le couteau est passé à travers le nuage, à peine apparu, transperçant le cœur encore battant de James, éclaboussant de sang chaud mon visage. Qu'ai-je fait? Mon bébé. J'ai tué mon bébé. Je suis immédiatement tombé sur mes genoux, et je pouvais entendre les sirènes au loin, de plus en plus fort. Mon fils. Mon doux bébé. J'ai promis de le protéger, mais je n'ai pas réussi. Je suis tellement désolé. La police me trouva en face de mon lit, toujours brandissant le couteau couvert de sang de mon bébé. Le procès a été bref, la folie. J'ai été placé dans le Phiropoulos, maison de fous, où j'ai été pour les 2 derniers mois. Ce n'est pas si mal ici. La seule raison pour laquelle je suis éveillé maintenant, c'est parce que quelqu'un joue Pop Goes the Weasel sous ma fenêtre. Je vais en parler au préposé à ce sujet plus tard dans la matinée. J'ai téléchargé une application sur mon téléphone, Randonautica. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une application assez connue. Elle permet de faire voyager les gens sans réel but précis, juste pour l'aventure. C'est mon ami qui m'a fait découvrir cette application. Il m'a dit qu'avec ça, je ne resterai plus enfermé chez moi à penser à ma femme sans arrêt. Ma femme est décédée il y a 2 ans, et je n'ai jamais réussi à passer à autre chose. Je ne pense qu'à elle chaque jour. À chaque fois que je vois quelque chose, ou que j'entends une musique qu'elle aimait, je fonds en larmes, me rappelant les moments passés avec elle. Elle me manque énormément. Mon ami m'a fait montrer comment l'application fonctionne. C'était tout simple. On devait activer le GPS et penser à quelque chose qu'on aimerait voir. Ça peut être n'importe quoi. Et d'après l'application, si on a bien pensé à ce que l'on veut découvrir, l'application nous emmène à ce que l'on veut. Je ne sais pas si je suis assez clair. Par exemple, je pense à quelque chose de rose, et l'application va normalement me ramener à un arbre rose. Voilà, c'est tout simple comme truc. Bon, ça, c'est en théorie. Je ne sais pas comment ça fonctionne, parce que ce que l'on pense, on ne doit le noter nulle part. On doit juste le penser. C'est complètement fou comme truc.
Le seul truc que l'on doit indiquer, c'est quelle sorte d'aventure on veut. Et il y en a 3 sortes. Attraction, c'est apparemment une destination pleine d'énergie. Bon, j'avoue que je ne sais pas trop de quoi il s'agit, j'ai pas bien compris. Vide, si on choisit ce genre d'aventure, la destination ne sera pas riche en énergie. C'est une destination sans prise de tête, on va dire. Et anomalie. Et si l'on choisit cette aventure, on a une aventure extraordinaire, une expérience forte. Voilà en gros en quoi consiste cette application. Voyager. Au début, je m'amusais à penser à des arbres particuliers ou des petits cours d'eau, et souvent, ça ne me ramenait pas du tout à ce que j'ai pensé, mais à des trucs similaires. Je me souviens avoir pensé à un chêne. C'est un de mes arbres préférés, j'adore leurs feuilles. J'ai ensuite suivi l'itinéraire, et je suis arrivé à un petit parc, mais il n'y avait aucun chêne dedans. Par contre, il y avait des chênes en fer, qui étaient par terre, sans doute oubliés par des ouvriers qui avaient fait les travaux dans le parc. À ce moment, je me suis dit que l'application devait entendre nos pensées, parce que le hasard était quand même assez fort. Mon ami avait raison. Utiliser l'application m'aidait un peu à ne plus trop penser à ma femme, même si j'y pensais quand même souvent, et que les nuits étaient horribles sans elle. Je ne faisais que rêver d'elle. Une nuit, je m'étais réveillé en pleurs, et je n'ai pu réussir à dormir. J'ai pris mon téléphone, et j'ai lancé l'application. Et j'ai pensé à ma femme. Au même moment, l'application a bugué et s'est fermée. Bon, je n'ai pas plus prêté attention à ça, des applications qui bug, ça arrive tout le temps. J'ai simplement éteint l'application, et je l'ai relancée. Le GPS me menait à un parc que je ne connaissais que trop bien. Je n'y suis jamais retourné, depuis 2 ans. Vous avez sans doute deviné. Oui, ça me donnait l'emplacement du lieu où est morte ma femme, il y a 2 ans. J'ai fondu en larmes une nouvelle fois. Puis, je me suis dit que si j'y allais, j'allais peut-être me sentir mieux. Mais le fait que l'application m'envoie là-bas, c'était un truc complètement fou. Il faisait encore nuit dehors, mais je me suis installé dans ma voiture et je suis parti en direction du parc. Plus j'arrivais à destination, plus mon cœur se serrait. Une fois arrivé devant l'entrée du parc, j'ai respiré un grand coup. Puis je suis sorti de la voiture. J'ai avancé doucement dans le parc. Il était légèrement éclairé par des lampadaires, mais la lumière donna à ce parc une allure sinistre. Pendant que je marchais sur le petit chemin de gravier, jusqu'à l'aire de jeu où ma femme a été retrouvée, j'ai ressenti comme un petit frisson, et une chaleur envahir mon corps. Puis, j'ai vu une femme sur la balançoire. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Je me suis mis à marcher vite, mais en même temps j'hésitais. J'avais peur de comprendre ce que c'était. Puis, quand je suis arrivé à côté, j'ai reconnu sa longue chevelure brune, sa robe qu'elle portait, puis son magnifique sourire. Ses yeux me fixaient, mais elle semblait ailleurs. Elle s'est levée et s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras. J'ai pu ressentir la douceur de sa peau, sentir son parfum. Je l'ai serrée dans mes bras et je me suis mis à pleurer. Je lui ai dit qu'elle me manquait, que je l'aimais plus que tout, que sans elle, je n'étais plus rien. Elle ne m'a rien dit. Elle m'a juste serré dans ses bras. Et on est resté comme ça, je dirais, plus de 5 minutes. Puis, quand je l'ai lâché, pour regarder son visage, j'ai vu une tache rouge s'étaler sur sa robe, à l'endroit où elle avait reçu la balle perdue. J'ai essayé d'arrêter le saignement, mais rien à y faire, j'avais les mains pleines de sang. Mais elle m'a empêché de continuer, en me les tenant et en me souriant. Puis elle a disparu. La sensation de chaleur en moi a disparu. Je suis tombé à genoux et j'ai hurlé. Je ne me rappelle plus très bien ensuite. J'ai dû prendre le volant et rentrer chez moi. Le lendemain, j'en ai parlé à mon ami. Mais il m'a dit que c'était impossible, que ça avait dû se passer dans ma tête. Que je ne devrais pas penser à elle quand j'utilise l'application, car cela me rendrait encore plus triste. Et il avait raison. Depuis ce jour, j'avais essayé plusieurs fois de la retrouver au parc. Mais je ne l'ai jamais revue. Je me suis dit que ça fonctionnait qu'avec l'application. Mais celle-ci ne me faisait plus montrer le parc, mais une maison qui était très loin d'ailleurs. Ce qui m'étonnait car d'habitude, ce n'est pas des destinations très loin comme ça. Là, il y en avait au moins pour 2 heures de route. Mais je m'en fichais, ce lieu ne m'intéressait pas. Moi,
Ce que je voulais, c'était revoir encore une fois ma femme. Depuis que je l'avais revue, j'avais un but dans ma vie. Essayer de l'apercevoir encore, ne serait-ce que quelques secondes. Et je refusais de croire que j'avais vécu ça dans ma tête. Je me souviens très bien du contact avec sa peau et de son parfum. Mais à chaque fois que je lançais cette application, c'était cette maison qu'elle me mettait en destination. Alors, j'ai décidé de m'y rendre. Je me disais que si mon GPS voyait que j'y avais été, l'application arrêterait de m'y envoyer. Je me suis donc mis en route un matin, sans vraiment savoir où j'allais. Je me sentais nerveux sur la route. Et puis la route était longue. Je ne sais pas pourquoi Randonautica m'envoyait là-bas. C'était très étrange. Je suis arrivé 2 heures après, devant une petite maison, assez simple. Maintenant que j'étais là, que devais-je faire? Je me disais que c'était bon, que maintenant je pouvais retourner chez moi. Sauf que j'ai vu un homme qui en est sorti. Quand je l'ai vu, mon cœur a explosé dans ma poitrine. C'était l'homme qui avait tué ma femme. Il avait été envoyé en prison, mais il avait dû être libéré sans que je ne le sache. Je n'arrivais plus à respirer. Je tremblais. Je regardais l'homme qui sortait ses poubelles, et je n'arrivais plus à penser. J'entendais des sifflements, j'étais perdu. J'ai pris quelques minutes pour reprendre mon souffle et me calmer. Puis je suis sorti de la voiture sans savoir ce que je voulais faire. Dans ma tête, plusieurs fois je m'étais vu le tuer. Et maintenant l'occasion se présentait. Je pouvais enfin venger ma femme. Je me suis approché doucement de la porte d'entrée et j'ai essayé d'ouvrir doucement. C'était ouvert. Je suis donc entré dans la maison. Personne ne m'a vu. Je me suis donc mis à marcher dans la maison et je suis tombé sur la cuisine. J'entendais la télévision dans la pièce à côté. La maison était propre et bien rangée. J'ai pris un long couteau de boucher. Puis au même moment, j'ai entendu sa voix, derrière moi, qui m'a demandé ce que je faisais chez lui. Quand je me suis retourné doucement pour le regarder, il m'a reconnu. Il a bégayé des paroles incompréhensibles, puis il m'a demandé de lâcher le couteau et qu'il ferait tout ce que je voudrais. Mes larmes me sont montées aux yeux, et j'ai crié en lui demandant de me rendre ma femme, que c'était la seule chose que je lui demandais. Il m'a dit qu'il était désolé, qu'il n'a jamais voulu, qu'il visait un lièvre, que depuis, il ne chassait plus, qu'il ne dormait plus, qu'il ne pensait qu'à ça. Il s'en voulait terriblement. Alors que je l'avais empoigné par le col, et que j'avais placé le couteau sous sa gorge. Il y a eu une petite fillette d'environ 1 an et demi, qui est entrée dans la pièce. Je suis resté comme ça, immobile, pendant quelques secondes. Puis l'homme a demandé à sa fille de partir de la pièce, et de ne pas revenir, même quand je serais parti. Il a appelé sa fille Lydia. Lydia, le prénom de ma femme. Quand j'ai entendu son prénom, j'ai lâché l'homme, et je lui ai demandé pourquoi il l'avait appelé comme ça. Il m'a dit que c'était en quelque sorte pour faire revivre ma femme, qu'il savait que c'était ridicule, mais que pour lui c'était important. Je me suis accroupi pour faire la hauteur de la fillette, et je lui ai dit de vivre à fond sa vie, d'être heureuse. Puis je suis parti laissant l'homme qui a tué ma femme, vivant. Je suis reparti dans ma voiture, et j'ai hurlé. Puis je suis rentré chez moi. Je n'ai plus allumé l'application depuis ce jour. Je n'en ressens plus le besoin. J'ai l'impression que je vais mieux. J'arrive même à aller au cimetière voir la tombe de ma femme. Je n'ai raconté à personne ma rencontre avec l'homme qui a tué ma femme quand je l'ai revu. J'ai vu l'horreur. J'ai vu le monstre qui avait pris la vie de ma femme. Et j'ai décidé de lui pardonner. Je souffre, mais lui aussi. Quoi qu'il en soit, je voulais juste vous partager mon expérience avec l'application Randonautica, qui pour moi aura été vraiment quelque chose d'exceptionnel. Beaucoup de personnes ont vécu des choses étranges et dingues, d'autres non. Téléchargez-la et faites-vous votre propre avis. Le joueur de temps est une petite légende populaire dans un certain village en Australie. Il raconte l'histoire d'une créature pouvant changer de morphologie autant de fois qu'elle le veut. Mais contrairement à beaucoup d'autres légendes, celle-ci est moins atroce, plus douce d'une certaine manière. Comme son nom l'indique, c'est un joueur de temps.
Il peut courber le temps comme il le veut, que ce soit généralement ou sur une seule personne. Mais il ne peut ni revenir en arrière, ni projeter loin dans le futur. À ce qui est dit, il peut lui arriver d'avoir de mauvaises intentions. Mais il est bon aussi. Ses actions peuvent être bénéfiques comme très violentes. Vous dites que cette légende est fausse? Voilà un exemple de tous les jours. N'avez-vous jamais ressenti le fait de ne plus vous souvenir de ce que vous vouliez faire à l'instant? D'oublier une idée survenue il y a quelques secondes dont vous ne vous souvenez pas? Voilà les conséquences de certains de ces tours. On lui associe également la célèbre maladie d'Alzheimer, car les bons peuvent être dangereux. Mais ces mauvais tours, ignobles comme cruels, sont moins fréquents. Il y a souvent eu des dossiers sur des personnes disparues sans raison. Généralement, on les prétend mortes. Ce n'est pas le cas. Ce joueur de temps peut coincer une personne entre deux temps, donc jouer avec son existence. Parfois, pendant une fraction de seconde, on peut apercevoir la présence de ces personnes, sous forme imprécise de masse. Quelques-uns rapprochent ces entités aux fantômes, donc à cette légende. Avez-vous déjà fait un rêve dit prémonitoire? Alors vous êtes déjà plus sensible à ces actions. Comment le savoir? Tout simplement en vivant ce que vous avez rêvé. Et ce moment vous donne une étrange sensation. Si vous ressentez quelques-uns de ces exemples, ne soyez pas effrayés. Ce joueur de temps aime jouer avec nous. C'est son passe-temps favori. Mais interrompez ses actions et c'en est fini de votre existence. Tenter de changer ce dont vous avez rêvé est une perturbation pour lui. Il déteste ça. Sa vengeance sera simple. Changer le futur pour vous faire disparaître. Et si jamais il vous est tenté de lui parler, abandonnez cette idée. Il n'aime pas ça. Il hait cette idée. Peu importe sa vengeance, vous la ressentirez vite. Fatigue rapide, il ne reste qu'à fermer les yeux. Une légère douleur. Et c'est fini. Et la prochaine fois que vous rêverez d'une de ces visions, abstenez-vous d'en parler. Sinon, notre temps linéaire risque de vous manquer à jamais. Mon tout premier emploi a été celui de groom à l'hôtel du coin. Ce n'était pas une chaîne ou un motel, mais un hôtel de luxe relativement tranquille, situé près de ma maison, le Kingfisher. C'est le 15 novembre que je me suis retrouvé face à face avec l'horreur, et que j'ai vraiment perdu ma confiance en l'humanité. Je me souviens encore de cette soirée, comme si c'était hier. Quand bien même je ne comprends toujours pas ce qui est arrivé, et j'espère, au fond, ne jamais le découvrir. Tout ce que je sais, c'est que je ne resterai plus jamais seul, ou ne travaillerai plus dans un hôtel de toute ma vie, par crainte que cela ne se reproduise, ou que la prochaine fois, je sois plus qu'un témoin. Quand j'ai commencé à y travailler, c'était une entreprise florissante. Des gens de tout le pays venaient y séjourner chaque fois qu'ils voulaient passer un week-end à la plage ou bénéficier d'un séjour luxueux dans une campagne paisible. J'adorais cet endroit, mais au fur et à mesure que le temps passait et que le pays commençait à plonger dans les problèmes économiques, de moins en moins de gens sont passés. Ne vous méprenez pas, nous étions toujours très occupés, mais nous n'étions plus aussi populaires. Alors qu'avant nous avions l'habitude de recevoir environ 1500 personnes par week-end, nous avons commencé à nous estimer chanceux, si nous en avions approximativement 1100. Ce fut le début du déclin pour la plupart des hôtels de ce genre, et comme de moins en moins de personnes y dormaient, de moins en moins de personnel y travaillait, ce qui signifiait que la sécurité était beaucoup moins présente. C'est à partir de là que j'ai été témoin du fameux événement. C'était un jeudi soir assez classique. Nous avions dû héberger environ 300 personnes sur les 15 étages accessibles, donc nous étions bien évidemment assez vides. De toute façon, ce n'était jamais complet le jeudi. Mon service a commencé de façon relativement normale. J'aidais les clients qui arrivaient et partaient, mais vers 21h, mon travail s'est arrêté, et j'ai eu un moment de répit. N'ayant plus rien à faire, je traînais dans le hall, discutant avec des clients, attendant un taxi, et avec mon ami Greg, qui était à la réception. Après environ 1 heure à chercher des choses à faire pour me donner l'impression d'accélérer un peu mon service, nous avons reçu un appel de la chambre 331, de la part d'un certain Monsieur Gérald Roger. C'est Greg qui a répondu, donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que le téléphone avait probablement été décroché par accident,
mais que d'après le bruit, le monsieur qui était dans la chambre devait être réveillé. Il y avait apparemment un barouf sourd et des bruits de mouvements audibles à travers le téléphone. Pensant que je pouvais faire traîner cette tâche, j'ai décidé de prendre les escaliers et je ne suis donc pas arrivé avant une dizaine de minutes. Lorsque je me suis présenté devant la chambre, j'ai frappé doucement à la porte, ne voulant alerter aucune des personnes qui se trouvaient à cet étage et qui dormaient sans doute. J'ai attendu plusieurs minutes, mais je n'ai pas eu de réponse. Alors j'ai frappé à nouveau, un petit peu plus fort. Cette fois-ci, j'ai entendu une voix basse qui me répondait. La voix m'a demandé qui c'était. La voix était grave, mais tout de même très claire. Ce n'était rien qui puisse vraiment me mettre mal à l'aise. Je lui ai répondu que j'étais un employé, et que le téléphone avait été décroché par erreur, et je lui ai demandé s'il pouvait raccrocher tout simplement. Il m'a répondu qu'il était désolé, mais qu'il ne pouvait pas. Et il m'a demandé si je ne pouvais pas entrer et allumer la lumière, que la porte n'était pas verrouillée. Cette fois, il a élevé la voix comme s'il était maintenant loin d'entrer. J'ai saisi la poignée de porte. En essayant de la tourner, j'ai constaté qu'elle ne bougeait pas. La porte était verrouillée. J'ai attendu derrière le battant, pensant qu'il se rendrait compte qu'elle était en réalité fermée, et qu'il m'ouvrirait. Cependant, après plusieurs minutes d'attente, rien ne s'est passé. Lassé, j'ai dit à travers la porte, je ne peux pas entrer, raccrocher simplement votre téléphone. Je me suis alors retourné pour redescendre dans le hall, sans repenser à cette histoire. Une fois de retour en bas, j'ai demandé à Greg si l'homme avait finalement raccroché le téléphone, et il m'a répondu que oui. Alors j'en suis resté là. 1 heure plus tard, Greg a dû revenir vers moi pour me dire que le même téléphone, dans la même chambre, avait de nouveau appelé la réception, et était de nouveau resté décroché. Pensant que cela devait être une sorte de problème technique, venant de la dite chambre, je suis retourné à la 331, en allant beaucoup plus vite que la dernière fois. J'ai continué de procéder en frappant à la porte de façon silencieuse, car il était 23h et que nous ne voulions pas de mauvaises critiques de la part des clients. Une fois de plus, je n'ai pas eu de réponse. Alors comme j'avais fait plus tôt, j'ai frappé un peu plus fort. Mais cette fois, toujours pas de réponse. Mes cognements n'ont été accueillis que par le silence. Pensant que le monsieur était peut-être endormi, je suis retourné dans le hall et j'ai pris la grande clé pour me permettre d'entrer dans la 331. En ouvrant, j'ai vu l'homme assis sur le lit. Il regardait en direction de la salle de bain. À part le lavabo qui coulait, la pièce était calme, extrêmement silencieuse. Étrangement, l'homme n'avait pas réalisé que j'étais là. Il a continué à fixer la salle de bain. Je me suis excusé de l'avoir dérangé de nouveau et lui ai gentiment demandé de raccrocher. Mais il n'a pas bougé. Il a continué à fixer le même point. J'ai fait un pas dans la pièce. Mon anxiété a commencé à augmenter. C'était effrayant de me rendre compte qu'il ne me voyait même pas. J'étais sur le point d'allumer la lumière, mais j'ai entrevu le téléphone. J'ai immédiatement changé de direction pour aller le remettre ce dernier en place sur son support. Une fois mon travail terminé, j'ai tourné les talons et je me suis précipité vers la sortie, tout en ayant l'impression que quelque chose était derrière moi et me suivait. En arrivant à la porte, je me suis retourné pour contrôler la pièce du regard une dernière fois. C'est alors qu'il a finalement fait un mouvement. C'était lent, presque imperceptible, et ce n'était qu'au niveau de son visage. Mais c'était déconcertant. Il a lentement incliné la tête pour éloigner son regard de la salle de bain et m'a regardé, les yeux grands ouverts. J'ai fermé la porte en la claquant de façon assez rapide pour rompre le contact visuel aussi vite que possible. J'ai eu la chair de poule et en redescendant vers le hall, j'ai prié pour que rien en rapport avec cet homme ne se reproduise ce soir. Une fois revenu, j'ai tout raconté à Greg. Il m'a dit que j'étais probablement paranoïaque et que le type était sûrement ivre ou dormait juste bizarrement. Pour être honnête, j'ai préféré ses explications à ce que je venais de voir et j'ai donc essayé de me convaincre que ce qu'il m'avait dit était vrai. Au fil de la nuit, l'hôtel est devenu de plus en plus calme et j'ai donc passé du temps à parler avec Greg. Ce qui m'a rassuré et m'a fait oublier ma précédente rencontre jusqu'à ce que l'homme appelle une 3e fois. Tout comme les 2 dernières fois, il n'y a pas eu de parole au bout du fil, seulement des bruits de pas et des petits gémissements étouffés. Mon estomac s'est noué, et malgré mon bon sens disant de ne pas y aller, je suis remonté jusqu'à la 331. Cette fois, la porte était légèrement entrouverte. Alors j'ai frappé tout doucement, et j'ai fait grincer les gonds en l'ouvrant, tout en espérant que l'homme n'était pas là. En jetant la pièce, j'ai remarqué qu'il était toujours dedans, sauf que cette fois, il était sur le lit, face contre terre. La seule lumière qui illuminait la chambre était la faible lampe du couloir, m'empêchant de voir ce qu'il y avait autour. Tout ce que je discernais, c'était cet homme allongé, entouré d'un liquide sombre. Cela me rassurait un petit peu et me rendait moins anxieux. Greg avait certainement raison, il était probablement ivre et il avait sans doute commencé à suriner dessus en s'endormant. C'était ennuyeux qu'il ait abîmé nos draps,
mais cela rendait l'ambiance beaucoup moins effrayante. J'ai raccroché son téléphone pour la deuxième fois, et je suis parti en fermant complètement la porte. Après cela, le reste de la soirée a été plutôt tranquille. Vers 1h du matin, Greg et moi avons terminé notre quart de travail, et sommes donc rentrés chez nous. J'ai brièvement raconté à mon remplaçant les problèmes qu'il y avait eu avec l'homme de la 331, au cas où il aurait recommencé. Mais comme j'avais une seconde garde à partir de 9h, je suis parti assez brusquement pour aller dormir. Cette nuit-là, il m'a fallu un certain temps pour m'endormir. Même si je me répétais que ce n'était qu'un homme un peu trop ivre, ces événements me travaillaient trop pour pouvoir fermer l'œil. Ils étaient toujours gravés au fond de mon esprit, m'apportant un sentiment de malaise. Je suis retourné au travail le lendemain matin, et tout semblait aller pour le mieux. Il faisait maintenant jour dans tout l'hôtel. Alors toutes ces petites angoisses qu'on a parfois dans la tête lorsque nous sommes dans le noir avaient complètement disparu de mon esprit. J'ai passé les premières heures de mon service à suivre ma routine. Je transportais les bagages des gens jusqu'aux chambres, j'appelais de nombreux taxis, je me montrais toujours amical envers les clients, et je leur parlais souvent de leur soirée et du déroulement de leur séjour. Lors de mon 3e voyage dans le hall, j'ai été accueilli par un grand homme, portant un long manteau de cuir entièrement déboutonné, avec un foulard qui lui couvrait le nez et la bouche, ainsi qu'une casquette. Il s'est approché de moi, et m'a dit « Désolé pour la nuit dernière, dans la chambre 331 ». Je lui dis au revoir et que j'étais heureux qu'il ait apprécié le séjour chez nous. Et il est sorti de l'établissement. Aux alentours de 11h, j'ai été appelé une ultime fois à la 331. Non pas par le téléphone de chambre, mais par la femme de ménage. Elle avait appelé parce qu'elle ne pouvait pas entrer et avait besoin que je déverrouille la porte pour elle. Apparemment, sa clé ne fonctionnait plus. Car peu importe le nombre de fois où elle avait tourné, elle refusait d'ouvrir. En arrivant, j'ai voulu la déverrouiller, mais elle a également refusé de s'ouvrir. J'ai donc pensé que quelque chose devait se trouver derrière et bloqué. J'ai passé un appel à la réception pour demander si Gérald Roger avait bel et bien quitté l'hôtel quand je l'avais vu à 10h. Ils m'ont affirmé que oui. Sachant cela, j'ai décidé qu'il fallait mieux forcer le passage. Alors j'ai donné 3 coups de pied dans la porte pour tenter de casser la serrure. Le dernier coup a fonctionné et nous avons pu ouvrir le battant. Nous avons été horrifiés de voir que la pièce était couverte de sang. Il y en avait partout, dans la baignoire et le lavabo, sur les murs et le plafond. Et il y en avait aussi une grande mare qui avait taché tout le matelas. J'étais dégoûté, mon estomac s'est tordu, et je me suis senti mal. Je me suis mis la main sur la bouche pour essayer de ne pas vomir. Je me suis retourné pour quitter la pièce avec précipitation, et lorsque je me suis dirigé vers la porte, j'ai vu ce qui l'a bloqué. C'était le cadavre de Gérald Roger. Il était allongé là, près du battant. Ses vêtements avaient tous disparu, sauf son caleçon. Il avait des coupures des 2 côtés du corps. Il portait ses bourreaux autour du cou comme un boa. Cependant, le plus déconcertant était le fait qu'il avait un écœurant sourire formé sur son visage, comme s'il était mort dans un moment d'extase. Il va sans doute dire que nous avons immédiatement appelé la police. L'enquête a été longue et ardue, et personne n'a jamais su qui avait tué M. Roger. Peu de temps après, j'ai démissionné. Je ne pouvais pas continuer à retourner sur les lieux de ce crime, pas avec les souvenirs que j'avais. Encore plus tard, l'hôtel a fermé définitivement. Il n'avait pas réussi à se remettre de son image ternie. Je pense souvent aux événements de cette nuit-là. Qui était le meurtrier? Aurais-je pu aider M. Roger? Et pourquoi avait-il l'air si heureux? J'ai toujours adoré Super Mario 64 étant gamin. J'y jouais tout le temps chez ma tante à l'époque. Un jour, alors que je regardais des vidéos du jeu sur YouTube, une pub a attiré mon attention. J'allais fermer le pop-up quand j'ai vu que c'était un site de vente qui proposait un Mario 64 d'occasion en parfait état à vendre. Il y avait des photos et tout. D'habitude, je crois pas en ces trucs-là, mais la nostalgie a été plus forte et je l'ai commandé. Le business était particulier, vu que le vendeur préférait être payé 10$ cash par la poste, plutôt que d'utiliser PayPal. Encore plus étrange, quand je tentais de réaccéder au site, la page n'existait plus. Peu après l'envoi des 10$, j'ai eu un colis contenant la cartouche. La première chose que j'ai remarqué était qu'il n'y avait plus l'autocollant officiel du jeu. Il était déchiré, et à la place, il y avait une étiquette avec Mario écrit dessus au marqueur. Ça m'a refroidi un peu, mais tant que le jeu fonctionne. J'ai ressorti ma Nintendo 64 et j'ai mis la cartouche. Le jeu démarra avec la tête de Mario, face qu'on pouvait tirer et déformer à loisir comme prévu. Ce petit jeu d'intro me faisait beaucoup rire et j'ai décidé de m'amuser un peu avec pour commencer. J'ai tiré l'oreille de Mario le plus possible. J'allais faire pareil avec l'autre oreille
quand, soudainement, la télé produisit des bruits stridents à gros volume. La tête de Mario commença à se déformer seule, à se tordre de manière impossible pour le modèle 3D de base. Les effets sonores du jeu se sont joints aux bruits stridents. Des effets sonores du jeu lancés au hasard. Puis d'un coup, avec tout ça, j'entendis une voix qui murmurait en japonais. Un murmure inquiétant. J'ai immédiatement éteint la console et rallumé. Cette fois, direct au jeu sans toucher à Mario. Les 4 fichiers de sauvegarde étaient vides. J'en ai donc choisi un. En sélectionnant le nouveau jeu, le jeu a zappé le monologue avec Peach et l'intro. Mario était juste dans le château au rez-de-chaussée. Plus flippant, Bowser ne disait rien non plus. J'essayais d'ignorer ça et de continuer. Cependant, il n'y avait pas de musique non plus. Un silence de mort. Pas de Toad à qui parler non plus. La seule porte où je pouvais entrer était celle du Bob-omb Battlefield. Les autres portes ne répondaient pas à mes commandes. Le portrait du niveau était différent. C'était une toile blanche immaculée. J'essayais de me convaincre que ce n'était que des bugs mineurs, que ça n'affectera pas le jeu. Une fois sauté dans le tableau, la toile blanche se changea en tableau du niveau de lave, celui avec la femme qui sourit. C'est là que mes soupçons ont commencé à venir. Le menu de sélection de mission apparut. À la place du niveau roi Bob-omb au sommet, la mission se nommait Turn Back. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à appuyer sur A, mais je l'ai fait. Le niveau semblait normal. Tout était comme je m'en souvenais. Enfin allais-je goûter au jeu de mon enfance? Mais soudain je l'ai vu. Luigi. J'étais absolument choqué. Il n'a jamais été dans le jeu. Son modèle 3D n'était même pas celui de Mario avec le changement de couleur. C'était un modèle complètement original. Luigi ne bougea pas. Je m'approchai de lui, et il s'y mit à courir à une vitesse pas possible. Je le suivis en traversant le niveau. Des trucs bizarres survenaient lors de mon avancée. À chaque pièce collectée, les ennemis et la musique devenaient plus lents, et le décor prenait des couleurs de plus en plus sombres et morbides. La musique s'arrêta à la 5e pièce collectée. Les ennemis étaient couchés par terre, comme morts. Je commençais à avoir peur, mais je continuais ma chasse au Luigi. J'arrivais au sommet de la colline. Aucune boule de canon n'a tenté de venir me renverser, mais ça ne m'étonnait plus. Luigi était toujours hors de vue quand je le rejoignais. Une fois le sommet atteint, je vis un objet bizarre. Un petit chalet au sommet, un peu comme celui du niveau dans la neige. Mais celui-là était vieux, en ruine. Luigi était nulle part. Malgré mes peurs, je fis entrer Mario dans le chalet. La porte se referma. Une image dérangeante de Luigi pendue à une corde est apparue d'un seul coup, accompagnée d'un gros bruit flippant. Une sorte de crissement de violon, et un gros coup de piano donné ensemble. Mario tomba à genoux et pleura pendant environ 5 minutes. Puis l'écran partit au noir, comme si Mario perdit une vie. Mario se fit éjecter de la peinture. Le tableau de Little Lava avait changé pour celui des Luigi, pendu. La salle était différente. C'était maintenant un petit couloir. Des Toads avec des robes blanches et des expressions vides étaient placés de part et d'autre le long du couloir. Il y avait une autre peinture qui m'a fait vraiment très peur. C'était une photo de ma famille. Ce n'était même pas une photo du temps où Super Mario 64 était sorti. C'était une très récente photo. Je me souviens avoir posé pour le week-end dernier. J'ai éteint la console. Hors des questions que je continue à y jouer. Mais quand j'ai appuyé sur l'interrupteur, même éteint, le jeu continuait. J'allumais et j'éteignais plusieurs fois en vain. J'ai tenté de débrancher tout le système, mais ça ne partait pas de l'écran. Je pouvais même continuer à contrôler Mario. Je ne pouvais pas faire durer ça. Alors j'ai continué le jeu. J'ai sauté dans le portail de ma famille. Il n'y avait qu'une seule mission disponible, bien sûr. Elle s'appelait Run, Don't Walk. J'ai appuyé sur A. Le niveau commença dans un couloir inondé, avec des plateformes flottantes à la surface. Mario atterrit sur l'une d'elles, et la caméra tourna pour montrer ce qu'il y avait derrière Mario. Un vide, noir, silencieux, s'approchait doucement de Mario. Ça ne ressemblait à rien. Ça ne ressemblait même pas à des graphismes non présents. Juste une énorme gros blob noir et carré. Je sautais de plateforme en plateforme sans but à la clé. Je cours, les ténèbres gagnant en vitesse au fur et à mesure. Ça dura pendant un temps qui me semblait être une éternité. J'ai douté qu'il y avait une fin à tout ça. Mario tournait en rond. Finalement, le gros blob vide truc noir attrapa Mario qui disparut dans le ténèbres. Il ne cria pas ou ne résista pas. Ça l'a juste mangé. Mario tomba de la peinture et perdit une de ses 3 vies. Le couloir avait changé, quelques Toads étaient partis, et la peinture était différente. Moi et ma famille
étions dans la même position, mais nos corps étaient partiellement décomposés. Ça semblait trop réel pour être photoshopé. On aurait plutôt dit que quelqu'un avait pris nos cadavres et les avait pris en photo. Sans faire attention, mais en préparant au pire, j'ai sauté dans la peinture. Mario était dans une petite salle. La mission, toujours une seule, s'appelait Unright Air. La salle était sombre et petite. Il n'y avait aucune sortie visible. La salle était vide, à part un piano dans un coin, le même piano que dans les manoirs des boues. Je savais à quoi m'attendre. J'étais coincé avec le piano fou. En l'approchant, il commença à me poursuivre, pas moyen de le détruire. Donc, je n'eus d'autre choix que de laisser Mario mourir des attaques. Quand Mario a perdu son énergie, il n'y a pas eu l'animation de mort habituelle de Mario. Il se fait juste écraser par le piano. Son sang et ses tripes se répandant sur le sol et les murs. Et la caméra bougea pour un plan de son corps vu du dessus. Une version distorsionnée de la musique du manège des boues jouait alors que l'écran transitionnait de l'image du jeu à un dessin photoréalistique de Mario, dans le même état que dans le jeu. C'était vraiment à vomir. J'en pleurais presque en regardant ça. J'ai perdu une autre vie. En revenant au couloir, la caméra zooma sur le portrait de ma famille. On était encore plus décrépit qu'avant. J'étais accueilli par une photo de Peach, à l'extérieur du château qui était en ruine. La plaine était en feu, le ciel était noir. Le rire de Bowser passait en boucle, alors que les voix d'enfants chantaient d'une manière moqueuse. T'as pas pu la sauver. Ça durait un long moment, jusqu'au zoom sur le portrait du visage de Peach, suivi d'un gros grincement qui arriva sans prévenir. La bouche de Peach était grande ouverte, comme si elle hurlait, et ses yeux étaient vides, des trous noirs. Soudainement, Mario revient dans le couloir, éjecté par la peinture. Tous les Toads étaient partis, et moi et ma famille avions l'air vraiment répugnants. Des vers se tortillaient dans nos tripes, que crachaient nos corps par endroits. L'œil de mon père était sorti de son orbite et pendouillé. C'en était trop. Mais quelque chose me poussait à fouiller plus loin. Je sautais dans la peinture, avec la seule vie qui me restait. La mission n'avait pas de nom du tout cette fois. Juste un espace là où le titre devait être. Je sélectionnai la mission, et Mario atterrit sur une petite île, au milieu d'un océan. Il y avait un simple panneau sur l'île. Ça marquait juste « Dive ». J'entrai dans l'eau et plongeai. L'océan était sombre et vide, aucun poisson. Je ne pouvais rien voir d'autre que Mario nager. Je nageais de plus en plus profondément. Je continuais, alors que Mario semblait devenir invincible, car l'oxygène ne lui manquait plus. Après environ 10 minutes de nage, je décidai de tenter de remonter. Alors que je fis tourner Mario de l'autre côté, il arriva. Une énorme, vraiment énorme anguille apparut de nulle part et goba Mario. J'étais abasourdi. C'est arrivé si vite que je n'en suis même pas sûr. L'écran de Game Over ne s'est pas montré. Juste un simple fondu. La photo de ma famille se montra encore. Nous n'étions plus que des squelettes. Une fois de plus, ça avait l'air terriblement réel. Je ne pouvais pas bouger la caméra. Ça reste sur le plan de la peinture. J'arrivais enfin à éteindre et rallumer la console. Je rechoisis mon fichier, mais ça m'amenait à la photo de ma famille squelette. J'essayais encore 2 ou 3 fois avant de laisser tomber. J'avais vraiment envie de tout arrêter, mais une force inconnue me poussait à continuer. Je décidai d'essayer un autre fichier de sauvegarde. La caméra était sur le portrait des squelettes, mais ils étaient placés différemment, comme si c'était une autre famille. Halloween a longtemps été ma fête préférée. Pourtant, chaque année à l'approche du 31 octobre, je m'enferme chez moi et ne sors que le lendemain quand le soleil est déjà haut dans le ciel. L'histoire que je veux raconter s'est déroulée en 1992, dans une ville du sud de la France. J'avais 13 ans et je menais une vie des plus banales, sans rien de notable sinon mon adoration pour cette fête d'Halloween. Mes préparatifs pour l'événement se faisaient toujours au moins 15 jours à l'avance. Une année, j'étais un vampire. La suivante, je devenais un fantôme. Et celle d'après, je me maquillais en zombie. J'avais pour idée qu'un déguisement d'Halloween devait être effrayant au possible, et les filles déguisées en fées clochettes ou les garçons portant un ensemble de gendarmes avaient le don de m'énerver au plus haut point. Cette année-là, j'avais reçu un coup de téléphone de la part de Samuel, un ami à moi, qui voulait me parler d'un endroit qu'il avait repéré derrière le petit bois qui séparait le village de la grande route nationale. Il m'avait dit qu'on pouvait y camper après la récolte de bonbons pour y passer la nuit. Je lui ai répondu que ça me paraissait être une bonne idée,
et qu'il fallait que je demande la permission à ma mère. Il a dit qu'il allait téléphoner aux autres garçons de la bande pour leur dire de faire pareil, puis il a raccroché. Ma mère n'a même pas hésité quand je lui ai annoncé que j'allais camper avec mes amis. C'était une époque et un village assez calme, où la rubrique des faits divers du journal local n'était agrémentée que de petites histoires, comme celle d'un chat écrasé, ou encore celle d'un arbre tombé sur la serre du vieux Roger. C'est au retour de mon dernier jour d'école que j'ai été acheter mon déguisement. Ma mère m'a accompagné au centre commercial dans un magasin consacré aux fêtes et aux événements. Je trouvais amusant de voir que le rayon Halloween était adjacent à celui des événements religieux. Le déguisement de moine fou contrastait avec les habits immaculés de communion. Un masque a attiré mon regard et m'a fait comprendre dès le premier coup d'œil que cette année, je me déguiserais en clown. Il souriait d'une manière malsaine, avec des lèvres gercées, qui avaient l'air gorgées de sang. Je m'en suis emparé et l'ai montré à ma mère, qui a fait une grimace de dégoût en voyant la chose que je lui tendais. Pendant qu'elle me disait à quel point elle trouvait le masque répugnant, je cherchais le reste du costume parmi tous les déguisements, alignés sur le rayon. Et j'ai fini par trouver une chemise décorée de lambeaux de tissu multicolores et tachée d'hémoglobine. J'ai pensé que je pourrais emprunter les souliers de mon père pour imiter les chaussures démesurées que portent habituellement les clowns. Une quinzaine de jours plus tard, le 31 est enfin arrivé. Je suis sorti de chez moi à 20h et j'ai rejoint mes amis devant la supérette du quartier. Nous n'étions que 4 alors qu'au moins 10 garçons avaient été conviés. On a décidé de commencer notre tournée à l'arrivée d'un 5e garçon, Baptiste, qui était déguisé en sorcier, a frappé à la première porte de la rue. En remarquant le temps qui s'était écoulé avant de voir ouvrir une jeune femme avec un seau rempli de sucettes, on a décidé de se séparer pour aller plus vite. En 1 heure, on avait rempli nos sacs de friandises et avons sonné à toutes les portes de la rue. Toutes, sauf une. Nous n'avions pas osé franchir la grande grille de la dernière maison sur la droite. Elle était semi-mitoyante. Elle était semi-mitoyenne, et sa façade gauche donnait sur un champ. Elle avait l'air en piteux état, et pourtant, émanait d'elle une certaine aura en concordance avec la période d'Halloween. On s'est rassemblés devant, en comparant nos sacs respectifs. Puis, on a décidé d'aller sonner tous ensemble à la porte de cette grande et étrange maison. La porte a fini par s'ouvrir, et à notre plus grand étonnement, c'est un homme d'âge moyen qui a émergé. Il avait des petites lunettes et un crâne garni de cheveux gris, comme un PDG ou un scientifique. Il nous a salués avec un sourire chaleureux et a commencé à étudier nos masques du regard. Il nous a finalement tendu un saladier rempli de friandises qu'on ne pouvait pas identifier. C'était des petits cubes avec un emballage en papier blanc. On en a pris une poignée chacun, on l'a salué et on est reparti en prenant soin de fermer le portail derrière nous. Il devait être 21h30 quand Samuel nous a annoncé qu'il allait nous mener à l'endroit qu'il avait repéré pour qu'on y monte nos tentes. On a pris la rue dans l'autre sens et on l'a suivi jusqu'à atteindre le bois qui marquait la fin de la zone habitée du village. Le reste n'était que des champs et des prairies. On s'est enfoncé dans le bois, éclairé par nos lampes torches et en suivant Samuel qui marchait d'un pas assuré. Il s'est finalement arrêté devant un énorme rocher, sous lequel on pouvait facilement se tenir debout sans en toucher la paroi. Pendant qu'on montait les tentes, je regardais autour de nous, mais la profondeur des environs ne me permettait pas de voir quoi que ce soit d'autre que des arbres. On a essayé d'allumer un feu, mais personne ne savait comment s'y prendre. On n'était éclairé que par la lumière de la lune et celle de nos lampes. Assis en cercle, on se racontait des histoires de fantômes, à tour de rôle en mangeant ce qu'on avait récolté. Un des garçons a enfin posé la question dont tout le monde voulait connaître la réponse. Quel genre de friandises étaient ces cubes qu'on avait reçus à la dernière maison? On en a tous ouvert un, mais ce qu'on a vu ne nous a pas donné envie de les manger. Ils avaient une horrible couleur mauve translucide et paraissaient être verts en leur centre. On a désigné au pierre-feuille-ciseaux celui qui serait le cobaye. C'est tombé sur Samuel qui a râlé avant de mettre le bonbon dans sa bouche. Il l'a sucé 5 secondes, il nous a dit que ça n'avait pas vraiment de goût. Puis, il a croqué dedans et a exorbité les yeux avant de recracher ce qu'il avait dans la bouche. Il a dit que c'était absolument infect et tout le monde a ri. On s'est débarrassé des bonbons en les lançant derrière les rochers. La lune était maintenant cachée derrière les arbres et il faisait très sombre. On a décidé de rejoindre nos tentes. Je partageais la mienne avec Samuel, qui portait toujours son masque de citrouille démoniaque. On n'a pas beaucoup parlé avant d'éteindre nos lampes. Je lui ai simplement demandé pourquoi il avait voulu venir ici. Il m'a répondu qu'il ne savait pas vraiment, qu'il aimait bien l'endroit. J'ai acquiescé silencieusement et je me suis retourné dans mon sac de couchage. Je me suis rapidement endormi.
J'ai été réveillé par des bruits provenant de l'extérieur de la tente. Je me suis relevé pour mieux entendre. Ça ressemblait à des craquements et des déglutitions. J'ai tourné la tête et j'ai remarqué que Samuel n'était pas dans la tente. Sa couchette était vide. À genoux, toujours dans mon sac de couchage, j'ai commencé à ouvrir la tirette de la tente. Et j'ai vu Samuel au pied d'un arbre qui me fixait derrière son masque. La citrouille esquissait un affreux sourire qui me donnait la chair de poule. Je suis sorti de la tente et me suis approché de lui en chuchotant son nom. Mes yeux ont commencé à s'habituer à l'obscurité et j'ai remarqué que Samuel n'était pas tourné vers moi, mais qu'il avait retourné son masque à l'arrière de sa tête. Il avait l'air penché sur quelque chose et portait toute son attention dessus. Je l'ai appelé, cette fois un peu plus fort. Il s'est retourné et j'ai compris ce qu'il se passait. Il tenait dans sa main un lapin ou un lièvre, complètement éventré. Son visage était presque intégralement rouge, coloré du sang du pauvre animal. Il m'a regardé dans les yeux et m'a adressé un petit sourire avant de porter le lièvre à sa bouche et de replonger ses dents dedans en aspirant ce qu'il pouvait avec d'horribles bruits. Je me suis reculé précipitamment. Je ne comprenais pas son comportement. J'ai contourné le campement et me suis caché derrière des hautes herbes tout en observant Samuel qui ne faisait plus attention à moi. Au bout d'un moment, il a jeté négligemment ce qu'il restait du lapin et a commencé à s'intéresser aux tentes où dormaient mes amis. Il s'est mis à avancer vers l'une d'elles en marchant bizarrement, presque accroupi. Il a ouvert le voile de la tente et est rentré dedans. 10 secondes se sont écoulées avant que des hurlements ne me parviennent. Je voyais la tente faire de grands mouvements au rythme des cris de mes compagnons. J'ai pris peur et me suis retourné sans même essayer de les aider. J'ai couru devant moi sans m'arrêter. J'ai trébuché plusieurs fois et je ne trouvais pas mon chemin. J'ai continué d'entendre des cris au loin. J'ai alors décidé de garder une direction et d'avancer droit devant moi. La lune projetait des ombres des branches sur mon passage. Chaque bruit m'effrayait et m'encourageait à avancer encore plus vite. J'ai finalement aperçu une lumière qui semblait artificielle. C'était celle des lampadaires de la rue d'où j'étais venu. J'ai débouché, essoufflé, puis j'ai encore couru jusqu'à ma maison et je suis rentré. Je commençais à me sentir plus rassuré, mais j'ai directement réveillé mes parents pour les prévenir de ce qui était arrivé. Il fallait qu'ils appellent la police. Mes vêtements étaient déchirés à cause des nombreuses chutes que j'avais faites. Ça a contribué à donner de la véracité à mes propos, et mon père m'a demandé de situer l'endroit du campement, tandis qu'il parlait à un agent. La police était sur les lieux dans la demi-heure qui a suivi. Je n'ai jamais revu mes amis, mais j'ai pu apprendre certaines choses de mes parents, et d'autres, grâce aux rumeurs. Les garçons et les tantes avaient été retrouvés en lambeaux. Plusieurs d'entre eux étaient encore en vie quand on les a amenés en urgence à l'hôpital, mais tous ont succombé suite à leurs blessures. Samuel avait les jambes broyées et gisait en bas du rocher. La police a pensé qu'il avait fait une chute depuis le haut de ce rocher. Les bonbons mauves ont aussi été retrouvés, et d'après études, les experts ont révélé que des cellules souches d'une pathologie inconnue étaient présentes dans le liquide vert. Ces souches avaient un comportement et une structure assez semblables à ceux du virus de la rage. Cette même pathologie a été retrouvée dans le sang de Samuel suite à son autopsie. J'ai été interrogé plusieurs fois au sujet de ces bonbons. J'ai parlé de la vieille maison et de l'homme qui l'habitait. La police a longuement investigué les lieux, mais aucun laboratoire, ni aucune trace du mystérieux homme n'ont été trouvés. Comme je l'ai dit avant, Halloween a longtemps été ma fête préférée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'abhorre les citrouilles et les redoute encore plus quand elles sourient. L'idée que l'homme qui nous a donné ces bonbons puisse encore rôder quelque part me terrorise. Je ne supporte plus la fête, et je n'ouvre jamais ma porte au soir du 31 octobre. J'observe les enfants déguisés par ma fenêtre, et je repense à cette nuit-là. Si un jour vous souhaitez vous venger de quelqu'un, il existe un moyen. Cette personne doit vous avoir fait vraiment souffrir, parce que les épreuves que vous traverserez et les risques encourus pour mener à bien cette revanche sont potentiellement mortels. C'est décidé. Voulez-vous toujours vous venger ? Bien, prenez des notes, mais je refuse d'être tenu pour responsable si les choses tournent mal. Voyez-vous, les êtres ou entités qui vous aideront à vous venger ne sont pas des plus recommandables. Elles ne sont pas non plus des plus prévisibles. En clair, ces choses pourront décider ou non d'appliquer la vengeance demandée. Elles pourront aggraver les souffrances que vous avez souhaitées pour votre ennemi.
même si cette personne est de la famille, notamment des enfants, qui sont plus réceptifs. Il y a de fortes chances que selon l'humeur de vos exécutants, des gens innocents subissent les effets de la vengeance. C'est qu'une fois qu'ils ont commencé, difficile de les arrêter. Par ailleurs, parfois, et sans jamais que des raisons précises n'aient pu être déterminées, ils s'en prendront également à vous. En clair, si vous suivez mes instructions, vous passerez un contrat avec des exécuteurs des basses œuvres, cruels et incontrôlables, qui se réserveront le droit de modifier à tout moment les modalités du contrat, sans préavis, de façon unilatérale et même de se retourner contre vous si leur soif de douleur n'est pas apaisée. Vous voulez toujours? Eh ben, je me demande ce que cette personne vous a fait. En tout cas, je vous ai prévenu. Les consignes sont simples. Choisissez une journée de préférence ensoleillée et partez au plus tard vers midi. Vous devez absolument avoir quitté la forêt lorsque l'obscurité tombera. Au passage, plusieurs personnes ont rapporté qu'il leur semblait que le temps s'était anormalement accéléré une fois le rituel terminé, et qu'ils avaient à peine eu le temps de repartir, alors qu'il aurait dû leur rester plusieurs heures de marge. Vous pouvez vous déplacer à pied ou à vélo, de préférence tout terrain, vous allez comprendre. Les véhicules motorisés type quad ou motocross semblent faire échouer le rituel à une fréquence plus élevée. Mais c'est vrai qu'ils offrent une certaine forme de sécurité en cas de repli. Veuillez emmener avec vous un objet de valeur, et à la hauteur de vos moyens. Ce doit être un sacrifice pour vous. L'argent liquide est accepté, tout objet précieux aussi. Les inconscients ayant tenté de tricher avec un chèque ou une carte bleue ne sont plus en état d'expliquer les raisons de leur stupidité. Il vous faudra également des allumettes ou un briquet, une tablette de chocolat de qualité ou une autre friandise, et une dose de drogue, légale ou non, cigarettes, alcool, cannabis, cocaïne, etc. Prévoyez aussi de quoi écrire. Rentrez dans la forêt et ne perdez jamais des yeux vos camarades si vous êtes accompagné. La personne la plus désireuse d'effectuer les rituels de vengeance devra prononcer 3 fois les noms des entités, que je refuse de retranscrire ici, en leur exprimant son souhait de les rencontrer ainsi que les raisons, et ce, avant d'avoir parcouru 1 kilomètre dans la forêt. Veillez à être aussi loin que possible d'autres personnes à ce moment. Une fois la demande formulée, il semble que ce qui se passe ensuite puisse toucher tout le monde dans un rayon plus ou moins étendu, et vous ne voudriez pas mettre des personnes non préparées en danger. Si vous échouez, ou si la demande n'est pas à leur goût, vous en serez quitte pour une bonne balade. Les choses pourraient être pires, croyez-moi. Si votre requête est acceptée, un sentier que vous n'aviez jamais remarqué auparavant apparaîtra au détour d'un virage, sur votre gauche, au bout de quelques centaines de mètres. Empruntez-le. D'abord un petit chemin, il deviendra de plus en plus impraticable. Pierres, sable ou boue, ronces acérées, orties, racines protubérantes, dénivelé improbable pour la région. Tout est fait pour vous ralentir et vous décourager. Ne rebroussez pas chemin, il est déjà trop tard. Vous devez avancer pour avoir une chance de survie. Si vous apercevez des animaux sauvages, ne les regardez pas trop. Même s'ils vous paraissent anormalement peu farouches, vous pourrez remarquer sur eux des anomalies qui vous feraient perdre l'esprit. Important, si vous tombez sur une meute de chiens errants, cela signifie que les entités ont changé d'avis. Je vous ai déjà dit qu'elles étaient très lunatiques. Dans ce cas, déposez la drogue et les friandises sur la souche d'arbre la plus proche. Ainsi, vous pourrez passer au milieu des chiens sans qu'ils vous attaquent, même s'ils grogneront et aboieront. Sans offrande, ils vous prendront en chasse et s'ils parviennent à vous attraper, ils vous tailleront en pièces. Ce serait dommage étant donné que dans ce cas de figure, le monde des vivants se trouve à quelques centaines de mètres après les chiens. Si vous ne croisez pas de chiens, vous allez pouvoir peut-être obtenir votre vengeance. Vous devriez apercevoir une sorte de hameau abandonné, constitué de maisonnettes en bois. Toutes seront brûlées, sauf une. Elle est pour vous. Sortez votre papier et votre stylo. Rédigez une sorte de contrat daté du jour, comportant vos noms à tous, ainsi que celui que l'on donne aux choses. Expliquez qui vous voulez viser. Pourquoi? Quand? La date doit être avant le 31 décembre de l'année en cours. Et quel sera le châtiment? C'est le moment d'avoir de l'imagination. Vous pouvez tout souhaiter, de l'impossibilité d'obtenir satisfaction chez le coiffeur, aux aigreurs d'estomac, ou aux flatulences permanentes, en passant par la ruine financière, ou pire. Une fois les modalités d'exécution du contrat couchées sur le papier, précisez le paiement offert en échange du service. Signez tous de vos noms et prénoms, puis placez le contrat et les objets de valeur dans la maisonnette. Assurez-vous que tout le monde est en sécurité, puis mettez-y le feu. À présent, dépêchez-vous de partir par là où vous êtes arrivé.
Ne vous retournez pas. Ne perdez pas de temps et ne vous perdez pas de vue les uns les autres. Si l'un d'entre vous s'égare, ne prenez pas le risque de retourner en arrière. Vous connaissiez les risques avant de venir. Ce que vous avez souhaité à votre ennemi lui arrivera à la date souhaitée, comme vous l'avez demandé, si votre cadeau est jugé suffisamment précieux. Et si les choses vous ont à la bonne, j'imagine. Si vous ne constatez rien d'anormalement grave dans votre vie au bout d'un an, jour pour jour, vous pouvez, normalement, vous considérer comme tiré d'affaire. Vous pouvez toutefois souffrir d'effets secondaires pénibles, mais sans gravité comparé au reste. Ils peuvent être migraine, nausées, troubles du sommeil, c'est-à-dire insomnie, cauchemar, terreur nocturne, sensation permanente d'être observé, les acouphènes ou autres sons que l'on est seul à percevoir, la malchance chronique. Si cela peut vous consoler, il ne dure jamais éternellement, et il n'y en a jamais plus d'un ou deux à la fois, par personne. Pour ma part, il y a plus de 3 ans que j'ai cessé de voir des ombres dans mon miroir. Restez avec moi. Tâchez de vous concentrer. Mes collègues vont s'occuper de ce fauteur de troubles. Il ne nous dérangera plus, n'y pensez plus. D'accord. Racontez-nous tout ce qui s'est passé, votre unique point de vue, et je me permets de vous rappeler qu'un maximum d'informations pourra vous sauver. D'abord, je veux que vous sachiez tous que je jure devant Dieu. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je n'ai pas fait ces choses horribles aux gamins. Je le jure. Ce n'est pas moi. Je le jure. Les faits, monsieur Cronley. Nous jugerons après de votre innocence. D'accord. Ça a commencé sur ce site de discussion. J'y ai rencontré la gamine. Elle avait Revolt Girl XX en pseudonyme. J'ai lancé la discussion. Elle prétendait avoir 22 ans. J'en ai 37, ça va. Ça n'a rien de choquant. Bon d'accord, je prétendais en avoir 29, mais c'est tout comme. Je pensais quand même qu'on parlait entre adultes. Je ne savais pas. Vous affirmez donc que vous ne saviez pas que Eléa Orny avait 12 ans. Mais non, je savais pas. Elle était dans la catégorie des plus de 18 ans. On y parle entre majeurs. Comment je pouvais me douter que... Inutile d'hausser la voix. Vous ne ferez que faire crachoter l'enregistrement. Reprenez votre calme et poursuivez. Donc, après s'être rapprochés, en discutant souvent, en se racontant nos vies l'un à l'autre... Toute la vie qu'elle vous a racontée était de l'invention. Je sais maintenant. Mais... j'en suis venu à lui proposer de se rencontrer. Et comme elle était elle aussi du comté de Cavan... Vous vous êtes donné rendez-vous dans le parc forestier de Kilikine. Monsieur ? Ouais, c'était la forêt de Kilikine. Des enfants. Eléa Orny était venue au rendez-vous avec une amie, par précaution. Vous les avez vues toutes les deux ? J'ai fini par les trouver en allant plus profond dans la forêt. Elles m'ont vu et ont hurlé. Elles ne pensaient pas que je serais si vieux. Et elle, si... une enfant. Je ne savais pas quoi faire alors. Et elles se sont mises à courir. Je voyais 2 petites filles s'enfoncer dans la forêt, en hurlant. Et il commença à faire soir. Nuit, Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai... Excusez-moi, l'enregistrement a déconné, il va falloir répéter pour la fiabilité du témoignage. Je les ai suivies. Elles couraient. Elles ne savaient pas que je leur voulais du bien. Et comme il faisait de plus en plus gris, je voyais mal. Je croyais poursuivre 2 fantômes. Quand j'ai fini par les rattraper, ils étaient 3. Tom estime, un autre de leurs camarades, agressé et disparu lui aussi. Je leur disais de venir, qu'on parte, que c'était de ma faute tout ça. Alors je voulais en finir. Je voulais que tout redevienne dans l'ordre. Et je n'irai plus jamais sur les sites de rencontres. Je voulais juste les ramener, les sauver. Mais ils avaient peur. Et ils partaient toujours à l'opposé. Alors je sais la voix pour qu'ils m'entendent. Mais ils pensaient que j'allais les violer ou... J'étais mal à l'aise.
Puis le vent. Le vent qui hurlait à mes oreilles et la nuit. Les arbres. Très mal à l'aise. Monsieur Crowley, je vous demande de ne pas vous égarer. Restez concentré. Égaré. La forêt. Les cris. Monsieur Crowley. Monsieur Crowley. Vous comprenez rien à ce que je vous dis. C'est les arbres. Ce sont les arbres qui les ont tués. Les arbres. Calmez-vous. Si vous ne reprenez pas votre calme, votre témoignage ne sera pas valide et vous n'aurez aucune chance d'être innocenté. Du sang. Du sang, du sang, du sang. À qui? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? La forêt était très noire. Et il menaçait de pleuvoir avec cet orage qui grondait. Mais pourtant, cette clairière se détachait du reste du parc. Elle était plus éclairée. Presque blanche. C'est pour ça qu'on y a été attiré. Et au centre. Au centre, il y avait cet arbre. Quel arbre? Lui. Le violeur. Le meurtrier. Il était gros, avec des branches épaisses qui se développaient grandement tout autour. À cause de la lumière, son tronc paraissait gris et rouge. Quand les enfants ont débouché sur la clairière, ils ont voulu aller se cacher derrière Et quoi? L'arbre. L'arbre les a mangés. Avec une bouche. Son tronc s'est ouvert. Il les a mangés. Il les a arrachés du sol pour les déchiqueter. Il y avait du sang partout. Il a mordu une fille. Mais elle est retombée par terre. Il ne restait plus qu'une moitié d'elle. Il y avait ses os. Et son sang partout. L'arbre l'a rattrapée pour la finir. L'autre était genre bouilli. J'étais pétrifié, je savais pas. Il les mangeait devant moi, je comprenais pas, je criais d'effroi. Il mâchait des morceaux d'enfants. Des bras, des jambes, les lambeaux de leurs vêtements qui pendaient de la bouche. Le garçon avait son bras pris dans le tronc. L'arbre avait ouvert la bouche pour sucer son os et attirer le reste du corps. Je pouvais le sauver. Couru pour remontrer le centre de la clairière, et j'ai essayé de le tirer de là. Je l'ai attrapé par le bras et par les cheveux. Il criait tellement fort, et l'arbre continuait de l'aspirer. Le tronc, l'écorce craquait et l'os du bras se broyait. Tout le sang me giclait à la figure. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je ne tirais plus sur rien. J'avais la main pleine de cheveux, et dans l'autre, un morceau de chemise, et ma main était toute sale, toute poisseuse. La bouche s'était refermée. J'étais tout seul. Et du sang. Du sang. Du sang partout sur l'écorce et sur l'herbe. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fui. J'avais peur qu'il m'étouffe avec ses branches, mais je ne retrouverais plus la sortie. Il faisait nuit noire. Le vent si fort et si bruyant. Et des arbres partout qui bruissaient. J'ai trouvé une tour en ruine, et je me suis caché dans le noir. Je m'y suis endormi. Le garde forestier m'a trouvé le lendemain et j'avais encore les cheveux et le morceau de chemise du garçon dans les mains. Alors il a appelé la police.